Alors, pourquoi l'UFML? Puisqu'en gros, quand même, vous êtes là pour ça, et que on doit aujourd'hui prendre à bras le corps l'avenir de notre profession. D'abord, on doit être et on est un syndicat de rupture par rapport à tout ce qui s'est fait. Vous n'en avez pas assez de perdre. Franchement. Dans le sport, quand une équipe est à l'échec, on change un joueur, on change 2 joueurs, on change 3 joueurs, on change 5 joueurs. Et quand on en a marre de changer, on change l'entraîneur. Et quand elle perd encore, on change le sélectionneur, on change le patron, etc. On change les choses. Nous, on perd depuis 30 ans. Et on ne change personne. Et on a le même syndicat. Et on a le même système. Et on continue à perdre. Donc, quand je parle de syndicalisme de rupture, c'est ça. Nous avons un système qui aujourd'hui est fait ou est construit sur un syndicalisme que je nommerais syndicalisme d'aval. C'est-à-dire que l'État décide des orientations de la profession, trace le périmètre, et je vous rappelle que dans la loi santé qui a été votée, le ministère définit le périmètre des négociations conventionnelles, donc l'État définit le périmètre, et les syndicats représentatifs, signataires de la convention, jouent dedans. Et vont essayer de tirer la meilleure chose pour vous à l'intérieur du périmètre qui a été décidé par d'autres personnes que vous, et en tout cas des personnes qui ne sont pas des experts de la médecine, puisque ce ne sont pas des soignants. Ça, c'est plus acceptable. On ne doit plus accepter un syndicalisme d'aval. On doit être un syndicalisme d'amont, c'est-à-dire un syndicalisme à la fois qui sache dire non, parce que le principe du syndicalisme c'est ça, c'est savoir dire non, et à la fois être un syndicalisme de proposition. Et une des différences que l'on peut avoir aussi avec ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est que l'on dit le système doit changer par le haut et par ce qui le fait. Nous perdons parce que la gouvernance du système est une gouvernance administrative et politique. Elle n'est pas une gouvernance soignante, elle n'est pas une gouvernance patiente. Il n'y a pas de démocratie sanitaire dans ce pays. Il y a une démocratie sanitaire qui est une démocratie sanitaire d'apparence, qui est théâtralisée, mais qui n'existe pas. Je vous rappelle que si vous devez par malheur passer devant un tribunal de la sécurité sociale, vous serez perdant à tous les coups, puisque même si vous êtes jugé à parité d'un côté par les syndicats, de l'autre par les administratifs, au final, c'est le directeur de caisse qui choisit à quelle sauce vous serez mangé. Il n'y a pas de démocratie sanitaire. Lorsque vous proposez un dossier à l'ARS, Anxos, qui est la commission qui préside, je vous donne ça comme exemple, qui préside à la création d'établissements, à la fusion d'établissements, à l'acquisition de matériel lourd, etc., vous le faites devant un aéropage de personnes qui vont du conseil régional au conseil général, en passant par les fédérations hospitalières, les syndicats de médecins, les retraités, les syndicats salariés, etc., qui vont discuter de votre dossier, qui vont l'accepter ou le refuser, qui vont voter, et au final, le directeur, le DG ARS, le directeur général de l'ARS, acceptera ou non le vote. Il n'y a pas de démocratie sanitaire dans ce pays. Donc il faut changer la gouvernance. Et il faut une gouvernance tripartite si on veut vraiment y arriver. Il faut que l'on arrive, je commence par la fin, mais c'est le plus important, il faut que l'on arrive à avoir un système qui est géré, co-géré, à la fois par ceux qui font le soin, c'est vous, c'est nous, c'est les soignants, ceux qui, en quelque sorte, administrent le soin, ceux qui font le soin, c'est-à-dire les administratifs, et ceux qui vivent le soin, c'est-à-dire les patients. Et chacun à égalité de pouvoir et chacun avec un droit d'opposition. Cette chose-là qui paraît folle commence à rentrer dans les têtes parce qu'on la martèle depuis longtemps, est reprise par quelques politiques et n'est pas du tout utopiste. Parce qu'on va en parler, le système va tellement mal que personne ne prendra la responsabilité de bloquer le système et ça obligera les gens à s'entendre. Mais on ne peut plus accepter que nos vies
que la vie de vos enfants, que la vie de l'avenir de la médecine soit décidée par les administratifs sur des considérations économiques ou politiques, et certes pas sanitaires. On refuse le lien financement-signature conventionnelle. Alors ça, vous allez en entendre parler cet été, parce que je sais que le journal médical fait une enquête dessus, puisqu'ils m'ont interrogé là-dessus hier. Peu de gens le savent, mais quand vous signez, quand vous êtes signataire d'une convention, vous bénéficiez d'un fonds conventionnel, qui est le fonds pour la formation des cadres, qui va quand même jusqu'à 1 million d'euros par an pendant chaque année de la convention, et qui fait que, sur la base de facture, vous allez bénéficier de cet argent conventionnel, et qu'il y a donc un conflit d'intérêts majeur pour les syndicats signataires qui signent votre avenir contre rétribution. Syndicats qui aujourd'hui, que ce soit la FMF, le SML, la CSMF, le bloc et MG France, je l'ai mis à part, je dirai pourquoi, mais ces trois syndicats, depuis 2 ans, n'ont quasi aucun nouvel adhérent. Aucun. D'accord? Or, ce sont les cotisations qui sont censées les faire vivre. Donc, ils signent, et on les paye, et on les maintient en vie. Ils signent l'avenir de la médecine, et votre avenir, contre du pognon, qui leur permet de maintenir la structure à flot. Ils n'ont pas de volonté réelle de représentation du terrain, ils ont une volonté de maintien à flot de leur boutique. C'est dur, mais c'est la réalité. Dans nos statuts, nous refusons tout lien de signature avec financement. C'est-à-dire que si, par chance, et j'ose espérer, et en étant logiquement réaliste, plus optimiste, je pense que nous allons le devenir, l'UFML devenait représentatif et certainement le premier syndicat de médecins de France, et que nous venions à discuter de la convention, mais vous verrez dans quelles conditions, nous refuserions tout lien, signature, financement, et nous ne prendrions pas cet argent, et donc nous ne produirons aucune facture pour demander remboursement de réunions, de formation, de cadres ou de médecins sur la convention. Nous demandons à ce que l'on sorte les tarifs des médecins de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ça fait des années et des années et des années que nous perdons parce que nous avons, l'administration et les différents gouvernements vous ont rendu responsables et coupables des erreurs de gestion économique du pays. La France est en crise endémique depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, on manque d'argent. Depuis plus de 30 ans, la Sécu est en déficit majeur. La CADES est encore en déficit de plus de 150 milliards. Et depuis 30 ans, on vous dit, on vous augmenterait bien. Mais vous comprenez, si on vous augmente, on va dépasser l'enveloppe. Nous sommes au sein d'une enveloppe contrainte, dans laquelle on va payer l'ensemble des professionnels de santé ainsi que les établissements. Et donc, les tarifs rentrent pour 11% de cette enveloppe, c'est pas énorme, mais ils y rentrent dedans. Et donc, si on vous augmente, on dépasse l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ce qui explique qu'on avance petit pas par petit pas, forfait par forfait, ou augmentation minable et indécente, mois ou année après année. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus lier votre activité professionnelle, votre rôle, vos responsabilités à l'état économique du pays. La santé est certainement un des domaines qui crée le plus de richesses, qui emploie le plus, 4,5 millions d'emplois sont directement ou indirectement liés à la santé dans ce pays. Ça fait 4,5 millions de familles. 4 x 4. D'accord ? C'est énorme. Quand vous investissez 100 € dans la santé, vous avez 40 € qui sont créés à l'activité indirecte autour de ces 100 €. Personne n'évoque jamais cela. Investir dans la santé, c'est créer de la richesse. Permettre que des médecins s'installent dans un territoire, c'est fixer des familles dans ce territoire. C'est éviter la fermeture d'écoles. C'est ouvrir des commerces. C'est développer le creuset économique du territoire en question.
On a un rôle qui est un rôle sanitaire, mais on a également un rôle sociétal et un rôle économique, et donc un rôle politique. Personne ne vous dit jamais cela. Donc on ne doit plus accepter d'être responsable et coupable des erreurs de gestion économique du pays. Et donc, il faut évidemment sortir les tarifs de l'enveloppe de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Encore une fois, je vous le répète, 11%. Ce qui coûte, ce n'est pas vos tarifs, ce qui coûte, c'est les prescriptions, c'est les transports, c'est les hospitalisations, c'est les arrêts maladie. Ça coûte. Ça, on définit une enveloppe pour cela, ok. Mais pas vos tarifs. Pas vos tarifs. Comme tout le monde, vos tarifs doivent suivre l'évolution du coût de la vie et être indexés sur le coût de la vie. Exactement comme les jours de carence doivent rejoindre ceux des autres professions. Il faut qu'on arrête d'accepter d'être méprisé. On vaut largement ce que l'on vaut, pas ce que l'on nous donne. Et on sait ce que l'on vaut. Et on est loin d'être à l'aune de ce que nous valons. Et c'est aussi ça qui nous rend malheureux et en burn-out et en accidenté de la vie. Défense de l'indépendance de notre activité, j'en ai parlé en quelque sorte un peu tout à l'heure, c'est aussi le centre de notre combat, l'indépendance. L'indépendance d'activité et la liberté de pratique, qui est attaquée de toutes parts, autant à l'hôpital public qu'en clinique ou en activité libérale. Nous ne sommes plus indépendants, nous sommes liés et dépendants du bon vouloir de la caisse et demain de plus en plus liés au bon vouloir des complémentaires. Je crains fort que mercredi matin, puisque mercredi matin, entre 9h30 et 10h, notre président va parler de son plan de santé au congrès de la mutualité française, reproduisant ce que l'ont fait ses prédécesseurs, François Hollande, et ce qu'a fait Marisol Touraine à chaque congrès de la mutualité. Il va aller adouber la mutualité française et il est tout à fait possible qu'il annonce l'ouverture des réseaux de soins à la médecine et donc l'ouverture et le droit aux assurances complémentaires d'organiser et de financer le soin et donc de vous faire entrer tôt ou tard dans des filières où vous serez en lien avec des finances privées qui décideront non seulement de votre rémunération, mais de votre pratique, puisque ce conflit d'intérêts majeur qui existe déjà avec l'assurance maladie, qui a été faite par la loi santé, en quelque sorte relais de l'État et examinateur de l'application des textes de loi, qui est devenu donc l'assurance maladie, à la fois organisateur et financeur du système. Ce qui est un conflit d'intérêts majeur. Mais encore, l'assurance maladie, c'est l'État et un système solidaire. Et là, on rend organisateur des soins du privé. Du privé. D'accord? La CSMF, cette semaine, a commencé à ouvrir la porte. Elle a signé un accord avec Clésia. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle a signé un accord. 135 €. Voilà, pour 125 €, voilà, pour remplir un formulaire de prévention pour le patient dont on vous dit, dont ils vous disent que ce n'est pas un réseau de soins, etc., et que c'est 45 minutes à 1 heure de travail. Il y a quand même une question qu'il faut se poser qui est très simple et que personne n'a évoquée jusqu'à présent. La CSMF vient de nous dire que, et c'était ce que nous démontrait Henri Guérini en tout début de soirée, l'article 99 a soi-disant été retiré et donc la CSMF signe la convention. La CSMF entre dans la convention. D'accord ? La convention, c'est normalement quand même un système qui est basé sur la solidarité, qui est basé sur l'assurance maladie. Parallèlement, ils signent un accord avec Clésia et ils nous disent il faut 1 heure de temps à peu près pour bénéficier de ces 125 €. D'accord ? À 1 heure de temps, un généraliste, il voit 4 patients. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4 patients? Ça veut dire que le même syndicat qui signe l'accord conventionnel, dans le même temps et le même jour, en quelque sorte, le barre d'un trait de plume en disant mais non, je vais privilégier un acte avec un financier privé et je vais mettre de côté les 4 patients que je suis censé prendre en charge et ainsi de la convention.
rupture conventionnelle. C'est curieux. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que les complémentaires assurances privées, mutuelles ou instituts de prévoyance demandent depuis des années que la médecine soit intégrée au réseau de soins. Exactement comme elle est pour l'optique, pour le dentaire et pour les prothèses. Tous les pays qui ont mis en place le réseau de soins ont vu baisser la qualité des soins. Il n'y a que Santé Claire pour vous dire que c'est une amélioration, c'est faux. C'est faux. Tous ont vu baisser la qualité des soins. Et ils veulent le mettre en place, c'est une évidence. Danger. Autre danger, toujours dans la forfaitisation, parce que vous le savez, le paiement à l'acte n'est pas du tout en odeur de sainteté pour les politiques de droite comme de gauche, parce que quelque part il garantit votre indépendance. Ils veulent du forfait, et là, la dernière tocade, c'est le forfait à l'épisode de soins. Encore une fois, je ne veux pas être monomaniaque vis-à-vis de la CSMF, mais la CSMF défend le forfait à l'épisode de soins. Les pays qui ont mis en place le forfait à l'épisode de soins, en particulier la Suède, ont vu également baisser la qualité des soins. Pourquoi? Parce que ça a induit une sélection des patients, puisque dans le forfait à l'épisode de soins, ou par exemple sur une fracture du col du fémur, on paie l'équipe entière qui va s'occuper du patient de son entrée à l'hôpital jusqu'à la prise en charge en ville, soins de suite, puis après kiné de ville, etc., infirmière de ville, etc., etc. On ne prend pas en charge les complications. Ce qui veut dire que tous les patients à risque de complications sont exclus de l'opération. Et que donc les statistiques s'améliorent, et s'améliorent très vite. Les administratifs vous disent, grâce à l'épisode de soins, on a vu baisser de façon très importante les complications chirurgicales. Défendre ce truc-là est une abomination. Une abomination. Mais contre, il faut se lever de toutes ses forces contre ce système-là. La médecine va changer, et on commence à le voir, et va vivre une révolution comme jamais elle n'en a vécu. Les syndicats, globalement, s'en foutent. Ce qui va toucher les jeunes, ce qui va toucher les patients, les syndicats, globalement, s'en foutent. On a perdu un retard considérable et phénoménal vis-à-vis de pays comme les États-Unis ou comme la Chine. On n'a pas intégré ou pas assez dans les études tout ce qui est NBIC, intelligence artificielle, etc. Et on va avoir des médecins qui risquent de devenir des outils des maîtres que sont les GAFA ou les BAPX en Chine, alors qu'ils doivent être maîtres de l'outil. Pour qu'ils soient maîtres de l'outil, il faut qu'on leur enseigne ce formidable changement dans tous ces paramètres. C'est-à-dire que non seulement on aborde sur le plan technique et scientifique ce que c'est, mais qu'on l'aborde sur le plan économique, qu'on l'aborde sur le plan philosophique, qu'on l'aborde sur le plan sociétal et qu'on l'aborde sur le plan éthique. C'est le seul moyen de faire que nos jeunes deviennent maîtres de l'outil et non outils du maître. Les syndicats s'en foutent. C'est aussi là-dessus que nous nous battons. Un aparté sur la télémédecine et la téléconsultation, puisque vous savez qu'il y a eu des négociations conventionnelles là-dedans, là, sur ce sujet, et qu'on s'en est tiré avec des tarifs mirobolants, qui reprennent vos tarifs habituels et qui donc sont, encore une fois, indécents et cyniques. Dans le même temps, les ARS, qui je le rappelle sont les relais de l'État, dans le même temps les ARS ouvrent très largement les bras aux plateformes de téléconsultation, aux plateformes commerciales de téléconsultation, qui se foutent du 4 comme du 15 des négociations conventionnelles, qui se vendent en marque blanche aux assurances, aux mutuelles et aux entreprises, avec des raisonnements profondément et indécemment commerciaux. C'est-à-dire que les ARS relais de l'État privilégient dans votre dos une médecine commerciale.
et qu'en assurance maladie, dans les discussions conventionnelles, on ne cesse d'encadrer votre pratique et de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous soyez outil du maître en télémédecine. Et les syndicats se glorifient d'accords qu'ils ont signés, alors que dans le même temps, Medavis, CARE, etc., ouvrent partout des outils de téléconsultation de façon profondément illégale. Et les ARS les autorisent. Dernièrement, la société CARE a passé un accord avec Pharma, je ne sais plus quoi, pour que les médecins qui travaillent pour eux puissent produire des ordonnances dans le monde entier. Alors, outre le fait qu'il est extrêmement curieux que notre Conseil de l'Ordre continue à interdire la médecine foraine, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas, vous, exercer physiquement sur plusieurs sites, parallèlement, on autorise un système qui vous permettrait de faire des ordonnances dans le monde entier. C'est assez curieux. Et surtout, sur le plan juridique, et c'est là où je dis qu'ils font ça de façon profondément illégale, sur le plan juridique, quand vous faites une ordonnance pour quelqu'un qui est dans un autre pays, c'est la loi de votre pays qui s'applique. S'il y a le moindre problème, vous aurez affaire à la loi de ce pays-là et aucune assurance ne vous protégera. Votre assurance RCP ne vous protégera pas. Personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit. Donc on est en train, parce qu'on a ce fameux syndicalisme d'aval, qui est un syndicalisme de petits pas, qui est un syndicalisme où on gère un problème après l'autre, qui est un syndicalisme qui n'a strictement aucune analyse politique et aucune capacité de raisonnement transversal, on est en train de laisser s'effondrer notre médecine. On est en train de voir des déserts médicaux partout. À la campagne, en hyper-ruralité, en ville moyenne, en centre-ville, en banlieue difficile à abandonner de la République, partout des déserts médicaux. On est en train de voir s'effondrer le fonctionnement de nos urgences hospitalières, qu'elles soient privées ou publiques. Actuellement à Paris, il y a plus de 360 lignes de garde sûre qui ne sont pas prises. On ne sait pas comment va se passer l'été. Ça, c'est la réalité. Dans le même temps, toutes les remontées de terrain que nous pouvons avoir nous montrent que les généralistes, autant que les spécialistes, n'ont jamais eu autant de difficultés à trouver des remplaçants pour l'été et que donc, il va y avoir un grand nombre de cabinets qui vont être fermés de façon sèche, sans remplacement. Et que donc, il va y avoir un afflux vers les urgences. Et que dans le même temps, ces urgences ont moins de médecins présents. Et que dans le même temps, les hôpitaux publics vont faire ce qu'ils font année après année, vont diminuer le nombre de lits pendant la période estivale, et que donc il n'y aura pas de lit d'aval. S'il y a la moindre catastrophe cet été, la moindre catastrophe, nous irons vers un krach sanitaire. Nous irons vers un krach sanitaire. Aucun des syndicats ne vous en parle. Syndicalisme des petits pas. On gère la télémédecine, après on passe au RGPD, après on passe, et on laisse faire, et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Ça suffit. Ça suffit. Il faut qu'on change les choses. On est parti de ce simple constat. Comment on peut faire pour changer les choses? Comment on peut faire? Il y a 10 syndicats représentatifs là-dedans. Il y en a beaucoup plus en non représentatifs, mais on va rester pour la simplicité de raisonnement sur les représentatifs. Il y a 10 syndicats en médecine, 5 publics, 5 privés, 5 libéraux, d'accord? Tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a entre 10 et 13% de médecins syndiqués. Même si l'on tient compte des gens qui ont passé le diplôme et qui ont disparu dans la nature sans que l'on sache ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire 280 000 médecins. 10% de 280 000, ça fait 28 000. 28 000 à diviser par 10, ça fait 2800. La CSMF nous dit qu'elle a 13 600. Déjà, premier à tous. Premier problème. Le bloc a 4 000, 4 500 chirurgiens adhérents. D'accord? En fait, la réalité des chiffres est que les syndicats sont entre 700 et 1000 adhérents et que donc, ils n'ont strictement aucun poids politique et aucune représentativité, et les politiques le savent. Et on nous amuse depuis des années dans une comédie conventionnelle où les politiques savent très bien qu'ils n'ont personne en face d'eux et qu'ils peuvent globalement faire ce qu'ils veulent parce que le terrain, qui est non syndiqué, a globalement confiance et en tout cas délègue son avenir
à des syndicats représentatifs qui discutent pour eux et qui n'ont strictement aucun poids. Si nous voulons changer les choses, nous devons avoir un syndicalisme fort. Si nous voulons avoir un syndicalisme fort, nous devons nous syndiquer. Et si nous devons nous syndiquer, nous devons entrer dans une boîte qui nous représente, qui à tout le moins dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Et qui sera en capacité, parce qu'elle est précisément douée d'un véritable poids de lobbyisme, parce qu'elle représente un très grand nombre de médecins, être en capacité de changer l'architecture même du syndicalisme et des relations paritaires, c'est-à-dire d'imposer à tout le moins un syndicalisme dégagé de tout conflit d'intérêts et certainement un syndicalisme obligatoire. C'est-à-dire qu'il faudra arriver, et ça sera valable aussi pour la CGT, la CFDT, les syndicats salariés, etc. Il faudra qu'on se dirige vers un système qui se rapproche davantage des Landers en Allemagne, qui fait qu'on a des syndicats forts véritablement parce qu'ils représentent tout le monde. Alors on a dit, nous, qu'on pouvait très bien imaginer, mais ça c'est pour le futur, avoir une seule cotisation obligatoire dans laquelle vous retrouveriez la cotisation ordinale, la cotisation aux URPS et la cotisation syndicale, qui ensuite serait proratisée en fonction de la représentativité des syndicats, des votes aux URPS, etc., et de là où veulent aller les gens. Et ensuite, on peut imaginer qu'il y ait un financement de ce syndicat de par son rôle paritaire et social, mais surtout, vous seriez dégagé parce que les adhésions représenteraient une vraie richesse. Et politiquement, vous auriez un vrai poids parce que le politique, quand il s'adresse à vous, saurait que vous représentez 20%, 25%, 30%, 40% de la profession. Et là, on rigole plus. Là, on rigole plus. Parce que quand Madame Buzyn, ou a fortiori ceux qui actuellement gouvernent véritablement la santé, c'est-à-dire Bercy d'un côté, Matignon et l'Élysée de l'autre, quand ils s'adressent à vous et que vous représentez 700 personnes, et ils rigolent, quoi. C'est la réflexion de Staline à propos du pape. Le pape, combien de divisions? D'accord? Et eux, ils disent, mais comme ils représentent les médecins, c'est quoi le réel poids politique? C'est le médecin ou c'est le patient? C'est la personne qui vote et qui a un poids électoral, ou c'est celui qui fait? Comme c'est la personne qui vote, après coup, on peut l'enfumer comme on veut, parce qu'on ne donne pas la possibilité aux médecins d'expliquer ce qui se trame dans le dos de la personne qui vote, et on continue, nous, à s'enfoncer. Si on veut avoir un réel poids politique, il faut qu'on se syndique, il faut permettre à l'UFML syndicat, parce que c'est de ce syndicat que je vous parle, et vous l'avez compris, il faut permettre à l'UFML syndicat de taper véritablement dans le creuset des non-syndiqués, c'est-à-dire dans les 87% de médecins qui ne sont pas syndiqués, et les faire rentrer dans le syndicalisme pour qu'on oblige le politique à avoir des relations saines, pour qu'on oblige le politique à changer le mode de gouvernance de notre pays, pour qu'on oblige le politique à mettre en place une véritable démocratie sanitaire, et pour qu'on oblige le politique demain, enfin, à vous respecter à la fois par des tarifs décents, mais aussi en vous laissant décider, vous, de votre pratique, et en permettant à nos jeunes d'être maîtres de leur avenir. Je vous remercie.